On s'est sûrement déjà posé la question, comment est-ce que toutes ces applications, si différentes les unes des autres, arrivent à communiquer entre elles, comme ça, sans le moindre problème? C'est un peu un mystère et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on attaque. Et pour bien comprendre, partons de ce qu'on connaît tous, ces applications qu'on utilise au quotidien et qui franchement ont l'air de fonctionner par magie. Quand on y pense, c'est assez faux. D'un côté, on regarde une vidéo en streaming, de l'autre, on envoie un email, on joue en ligne. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Et pourtant, derrière tout ça, il y a une base commune, une sorte de fondation qui fait que tout ce petit monde peut cohabiter sans le moindre accroc. Et c'est là qu'on arrive à la question clé. Comment une simple appli de jeu sur un téléphone arrive à discuter avec un serveur qui se trouve peut-être à des milliers de kilomètres? Comment un email trouve-t-il son chemin jusqu'au bon destinataire? Il faut bien qu'il y ait une sorte de langage universel, non? Eh bien, cette réponse, la voici. Ça s'appelle la couche application. C'est un peu le héros discret de toute cette histoire. Attention, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est plutôt un ensemble de règles, un genre de code de bonne conduite que tout le monde accepte pour pouvoir se parler correctement. Alors, avant même d'apprendre à parler, les applications ont besoin d'une structure. Il faut imaginer ça comme des plans d'architecte. Et sur Internet, en gros, il y a deux grands modèles de plans que les développeurs peuvent choisir. Le premier, c'est de loin le plus répandu, c'est le modèle client-serveur. L'idée est super simple en fait. Imaginez une grande bibliothèque. Il y a un bibliothécaire central, c'est le serveur. Il est toujours là, il a tous les livres. Et puis, il y a les lecteurs, les clients, qui viennent lui demander des livres bien précis. C'est vraiment comme ça que fonctionnent la plupart des sites web qu'on consulte. L'autre option, c'est ce qu'on appelle l'architecture peer-to-peer, ou P2P. Alors là, on oublie la bibliothèque. C'est plus comme un club de lecture, où les amis s'échangent les livres directement entre eux. Il n'y a plus d'intermédiaire. Chacun est à la fois celui qui demande un livre et celui qui en prête un. C'est un système totalement décentralisé. Comme on le voit, ces deux modèles ont des avantages bien distincts. Le client-serveur, c'est centralisé. C'est super fiable pour des trucs comme les sites web ou Netflix. En face, le P2P, c'est tout l'inverse. C'est décentralisé et ça s'adapte tout seul. En fait, plus il y a de monde, plus le réseau est efficace. C'est pour ça que c'est parfait pour le partage de fichiers ou pour des applis comme Skype à ses débuts. Et pour que ce soit bien concret, voilà à quoi ressemble l'échange de base dans le modèle client-serveur. C'est un dialogue en deux temps, tout simple. Le client, par exemple un navigateur web, envoie une requête. Le serveur, qui héberge le site, la reçoit et il répond en renvoyant un objet. Cet objet, c'est la page web qu'on voulait voir. Ok, donc on a les plans d'architecte, la structure. Maintenant, il faut bien que les habitants de ces maisons se parlent. Et pour ça, il faut des règles, une sorte de grammaire commune. Sur Internet, cette grammaire, ça s'appelle les protocoles. Un protocole, c'est vraiment un accord très strict. Ça définit tout. Comment on doit formuler une question, comment la réponse doit être présentée, l'ordre exact des messages. C'est un peu comme le protocole à la cour d'un roi. Sans ça, ce serait juste une cacophonie, l'anarchie complète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul protocole, mais des tas. Pour les emails, on a SMTP. Pour le web, c'est HTTP. Chacun est spécialisé dans son domaine, avec ses propres règles du jeu. On voit aussi qu'il repose sur d'autres protocoles en dessous, comme TCP, qui est un peu l'accusé de réception. Il vérifie que tout est bien arrivé. Ou alors UDP, qui lui préfère aller vite, quitte à perdre un petit bout en route. C'est super pour le streaming ou la VoIP. Bon, on a la structure, on a la grammaire. Mais comment on envoie la lettre à la bonne personne? Pour qu'un message arrive au bon endroit, il faut une adresse. Et une adresse très précise. C'est exactement comme avec la poste. L'adresse de la ville, ça ne suffit pas. Et cette idée, elle est parfaitement résumée ici. En gros, l'adresse IP d'une machine, c'est l'adresse de l'immeuble. Mais dans cet immeuble, il y a plein d'appartements, c'est-à-dire plein d'applications qui tournent en même temps. Il faut donc bien trouver le moyen de livrer le courrier à la bonne porte, au bon appartement. La solution, elle est là, c'est un système d'adresses en deux parties. D'abord, l'adresse IP qui identifie la bonne machine, donc l'immeuble, et ensuite un numéro de port qui désigne l'application précise, c'est-à-dire l'appartement. Et quand on met les deux ensemble, on a une adresse unique et sans ambiguïté pour chaque conversation. Et un exemple ultra connu de ça, c'est le port 80. C'est en quelque sorte la porte d'entrée officielle du World Wide Web. Quand un navigateur veut discuter avec un serveur web via le protocole HTTP, il sait d'instinct qu'il doit aller toquer à la porte numéro 80. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va assembler le tout. Prenons une action qu'on fait des dizaines de fois par jour, charger une page web. On va voir comment tous ces concepts s'articulent. Au cœur de cette opération, on retrouve notre fameux protocole HTTP, le Hypertext Transfer Protocol. C'est la langue officielle du web. C'est ce protocole qui définit le dialogue très précis entre un navigateur et un serveur pour s'échanger des pages, des images, bref, tout ce qui constitue un site. Les personnages principaux de cette pièce, ils sont simples à identifier. Le client, c'est le navigateur web, que ce soit Firefox, Chrome ou un autre.
Le serveur, c'est le programme qui tourne sur une machine, souvent très loin, et qui garde précieusement tous les fichiers du site internet. Et voilà la chorégraphie complète. Un clic sur un lien déclenche tout. Le navigateur trouve d'abord l'adresse IP du serveur pour savoir où aller, puis il vise le port 80 pour parler à la bonne application. Ensuite, il envoie un message, une requête HTTP, formulée selon les règles. Le serveur, de son côté, reçoit ce message, le comprend, va chercher les fichiers demandés et les renvoie dans un message de réponse, lui aussi parfaitement formaté en HTTP. Et voilà. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que cette couche application, avec ses règles standardisées, c'est la clé de tout. C'est grâce à elle que n'importe quel développeur, n'importe où dans le monde, peut créer une nouvelle application et être quasi certain qu'elle fonctionnera avec le reste d'Internet. C'est ce langage commun qui est le véritable moteur de l'innovation. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion qui ouvre pas mal de perspectives. Les règles qu'on utilise aujourd'hui, comme le protocole HTTP, ont été inventées il y a des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle, d'Internet des objets. Du coup, on peut se demander de quelles nouvelles règles, de quel nouveau langage nos machines auront-elles besoin pour l'Internet de demain ?